bonjour à toutes et tous. Donc Nicolas Pichard, oui, œnologue et conseiller à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, et donc en charge de tout ce qui est lié à l'attrait stress hydrique. Donc je remercie déjà d'avance Interloire de nous avoir invités pour cette présentation. Et donc cette thermométrie infrarouge qui a débuté en 2019 en partenariat avec Interloire a pour but d'essayer de comparer la méthodologie du stress hydrique par la chambre à pression avec cette thermométrie infrarouge qui demande un peu plus de recul. Donc pour démarrer cette présentation, l'objectif de l'étude est donc d'évaluer l'efficacité de la thermométrie infrarouge. De quelle manière? En la comparant avec la méthode de référence qui est la chambre à pression et les potentiels hydriques qu'on a évoqués longuement sur les présentations précédentes, et d'évaluer également les limites des méthodes de son utilisation, c'est-à-dire dans quelles conditions on peut l'utiliser, dans quel positionnement aussi on peut l'utiliser. Et le but ultime, c'est également de mettre au point un OAD qui permette d'être un peu moins cher qu'une chambre à pression et qui est aussi plus facile à utiliser en se rapprochant en plus d'une fiabilité aussi bonne qu'est les potentiels hydriques. Donc je serai très bref sur la climato 2022 qu'on a eu donc dans le département. Ça a été évoqué par Étienne précédemment. Si ce n'est donc sur le tableau qu'il y a donc sur votre droite, on a donc un tableau entre janvier et août avec les températures et pluviométrie, où on voit dans la moyenne qu'on a pu avoir, on a plus 1,7 degrés par mois d'excédent de température, et à contrario, donc les pluviométries ont été déficitaires à moins 23 mm par mois sur ces 8 premiers mois de l'année, ce qui reste quand même très conséquent. Alors ensuite, on ne voit sûrement pas trop la petite frise chronologique qu'il y a en dessous. J'ai juste indiqué les dates de floraison du chenin depuis 20 ans. Donc ce qu'il faut surtout faire attention, c'est on a donc au milieu de ce mois de juin un petit peloton groupé de plusieurs années qui s'accumulent. Et on a notre petit 2022 qui est donc la petite pastille colorée en bas de l'écran, qui se situe donc autour du 2-3 juin, soit 15 jours d'avance de floraison par rapport aux autres années. Pour donner un ordre d'idée de comparatif, on se situe sur des années comme 2020, 2018, 2007, pour remonter un peu plus loin également, dans l'historique. Donc pour revenir à notre méthode, le principe de notre méthode se base sur le stress degree day, ou le SDD qu'on appellera pendant toute la présentation, qui est la différence entre la température du feuillage et la température ambiante de l'air. C'est une technique qui est régulièrement employée pour démontrer l'efficacité des couverts végétaux. Donc on a essayé de le reproduire sur la vigne, voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc je ne reprendrai pas non plus la partie physio qui a été très bien évoquée aussi précédemment, simplement que la fermeture des stomates provoque une baisse de la transpiration et une augmentation de la température foliaire. C'est sur cette température foliaire qu'on va essayer de se baser avec une interprétation qui est évoquée dans les biblios, avec un stress hydrique modéré lorsque le feuillage va chauffer à 2 degrés au-dessus de la température ambiante, et entre 2 et 3 degrés, puisqu'à 3 degrés, passé 3 degrés, on sera un stress hydrique plutôt fort dans notre méthodologie. Au niveau de l'étude et du protocole expérimental, donc on peut l'imaginer un petit peu en deux blocs, avec la méthodologie infrarouge fixe, ou plutôt continue, on va dire, qui sont reliées à des stations météo, et donc à votre droite, la modalité infrarouge portative. Donc les modalités infrarouges fixes fonctionnent, donc toutes les 10 minutes, vous avez des données qui sont enregistrées de température dans le feuillage. Donc on a une première modalité où le capteur infrarouge est positionné dans le rang, donc en plein milieu du feuillage, et une deuxième modalité qui prend la thermométrie sur le rang d'en face. Tout ça pour voir un petit peu si on a une influence, un biais un petit peu entre les deux valeurs.
Et donc, ce qui nous importe le plus, sur votre droite, donc les modalités d'infrarouge portative, donc à savoir le thermomètre Trotec qu'on utilise maintenant depuis le départ, hein, depuis 2019. Et donc, on a intégré cette année une caméra infrarouge qu'on adapte sur les tablettes et sur les smartphones pour encore plus faciliter son utilisation et comparer en même temps avec l'autre thermomètre. Tout ça comparé avec notre témoin, qui est la chambre à pression, que Jean-Christophe a très bien décrit précédemment. Donc, on passe sur des premiers résultats. Avant d'évoquer et de commenter ce graphique, il y a dans le petit encadré en dessous, j'ai indiqué qu'on avait eu des petits soucis avec la modalité 2. La modalité 2 qui était donc le capteur qui prenait dans le rang d'en face. Tout simplement parce qu'on avait des incohérences de température. Ce qu'il faut savoir, c'est que le palissage de Vouvray, puisque les plantes, l'étude a été faite sur Vouvray, donc sur du chenin, les palissages sont assez bas. Et on a remarqué une incohérence de température liée surtout avec la chaleur du sol qui avait tendance à fausser nos résultats. Et on a eu aussi un problème au mois d'août, puisque le capteur avait une fâcheuse tendance à se mettre en défaut quand les températures étaient un peu élevées, ce qui n'était forcément pas le but de la manœuvre. Voilà, donc pour revenir à notre petit graphique, donc vous avez dans les pointillés donc les potentiels hydriques de tiges qui sont indiqués, et donc notre infrarouge qui est donc là on est sur le M1, donc la modalité infrarouge qui est dans le rang, donc qui prend en continu les données. Donc on s'aperçoit que finalement donc les traits orange et rouge sont les traits qui correspondent donc à un stress plutôt modéré à partir du trait orange et plutôt sévère quand on passe au rouge. Donc on peut voir que, je n'ai pas indiqué ça, mais quand on est donc sur la droite à moins 0,9 Pascal sur le potentiel de tige, on considère qu'on rentre en stress hydrique plutôt modéré. Donc on rentre en stress hydrique modéré, donc que fin août, que mi-août on va dire. Et donc on s'aperçoit que la courbe d'infrarouge ne rentre pas non plus en stress, sauf à cette période-là, avec une certaine exagération par rapport au potentiel hydrique de tige qu'on peut avoir. Donc est-ce que l'infrarouge est vraiment ultra sensible quand il y a un excès de chaleur? C'est fort probable. Juste pour tracer un peu l'année, donc là j'ai oublié de le dire, c'est un graphique qui va donc du 15 mai à fin août. Donc on a eu des premiers symptômes de fin juin, et donc 2 pics de chaleur qui sont montés au-dessus de 40 degrés, donc une à mi-juillet et une début août. Et on s'aperçoit qu'en fait, malgré les 40 degrés, l'infrarouge n'a pas forcément monté en température, le feuillage n'a pas chauffé, comme le indiquent également les potentiels de tige. Et par contre, quand on est passé au mois d'août, là, directement, ça a réagi. Donc, il y a quand même une certaine corrélation pour l'instant sur ce qui a été évoqué sur le potentiel de tige. On passe à un autre graphique pour une autre interprétation un peu des résultats. En tête en bas, donc là, vous avez juste la courbe de température ambiante de l'année, donc qui va donc du 15 mai à fin août. Je vous ai donc mis en évidence les potentiels de tige avec les paliers de stress à moins 0,9 et donc c'est moins 1,4 où on va considérer qu'on est en stress hydrique plutôt fort. Donc là, on rentre toujours dans notre stress hydrique modéré à fin août. Et je vous ai mis donc là le SDD cumulé, c'est-à-dire qu'on a additionné toutes les températures de chauffe du feuillage donc, pendant toute cette période-là. Et donc on s'aperçoit qu'en fait, on a eu des débuts de symptômes donc fin juin, et la courbe a tendance un peu à s'infléchir, à partir vers le bas sur la courbe d'infrarouge, très vite derrière, donc ce qui signifie que le feuillage commence sérieusement à chauffer à ce moment-là. Alors que le potentiel de tige qui a été fait, par exemple, si on prend celui qui a été fait au 6 juillet, il reste toujours, il ne descend pas, et il reste toujours stable, sans aucun stress, alors qu'on s'aperçoit que finalement notre infrarouge a tendance déjà à avoir un peu plus de sensibilité sur un possible stress au niveau du feuillage. Et on voit qu'il y a un décalage, un léger décalage, une légère anticipation par rapport au potentiel hydrique sur la même période, on a à peu près une dizaine de jours. La question, c'est qu'aujourd'hui, voilà,
c'est vrai que la thermométrie fixe infrarouge semble assez intéressante. Est-ce que c'est la même chose pour les appareils portatifs, qui est quand même le but du jeu? Donc là, je vous ai mis 4 dates, donc fin juin, mi-juillet et fin août. Ce sur quoi je vais insister, c'est déjà les écarts types qu'on peut avoir dessus. Donc on s'aperçoit juste en orange, c'est les SDD continus. En jaune, c'est donc la thermométrie liée au Trotec, le petit thermomètre jaune qu'on avait au départ, et la caméra infrarouge, c'est en violet. Donc, ce qu'on aperçoit, c'est vraiment sur les modalités qui sont portatives, on a un écart type qui est quand même super important, et donc une variabilité des données très éclatée. Donc, il faut faire beaucoup de mesures pour avoir une moyenne assez cohérente. Donc, c'est ça qui fait que la précision est encore un peu à affiner. On s'aperçoit juste que fin août, donc les potentiels de tige symbolisés par les petits points qu'on a là, passe à moins 0,9 à cette période-là. Et donc, si on compare un petit peu avec nos SDD modérés et forts, la caméra infrarouge semble avoir des données assez intéressantes, puisqu'elle rentre également en stress modéré cette période-là, alors que le Trotec en jaune semble un peu moins corrélé un petit peu avec la donnée de potentiel de tige. Ensuite, là, j'ai voulu vous mettre donc, un graphique de 2021. Donc 2021, année où il y a eu de l'herbe, des maladies, beaucoup d'eau. Bon, a priori, rien à voir avec du stress hydrique. En fait, ce qui est intéressant sur ce graphique-là, donc là, il faut se focaliser sur la courbe qu'il y a en pointillé vert, qui sont la moyenne de SDD. Donc ça, c'est une station continue. Hein, toutes les 10 minutes, c'est pris. Et donc là, vous avez au-dessus donc, les températures moyennes sous abri et sèches, entre donc le début juin et fin août. Et on s'aperçoit, si on regarde un petit peu cette courbe qui va donc en pointillé, que le graphique est coupé en deux. Donc quand on passe des températures au-dessus de 25 degrés directement, on voit que nos SDD, ils passent quasiment au-dessus de plus 3, voire même plus 5 début juin. Donc un stress hydrique, normalement, ou en tout cas un stress plutôt, très important. Et ça continue jusqu'à peu près mi-juillet. On s'est donc posé la question, qu'est-ce qui pouvait un petit peu poser problème et pourquoi l'infrarouge réagit un peu comme ça jusqu'à cette date-là. Et en retraçant un petit peu, on s'est aperçu que toute la première partie de la période, c'est un peu la période qui corrélait avec les pressions de mid-dew. Donc quand on passe 25 degrés, concrètement et très symboliquement, le mid-dew tape à la porte des stomates, la plante réagit, elle ferme la maison à double tour et les volets, et la température du feuillage commence sérieusement à chauffer à ce moment-là. Donc c'est quelque chose d'intéressant, puisque quand on voit après la deuxième partie, au mois d'août, où on arrive à 30 degrés, l'infrarouge, en fait, il redevient des valeurs plutôt normales vis-à-vis de la quantité d'eau qui a pu tomber pendant toute l'année 2021. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Pour aller un peu plus loin un petit peu sur l'infrarouge, on s'est dit, on peut peut-être essayer d'appliquer un biostimulant dans nos vignes pour voir si cet infrarouge-là, et de le comparer un petit peu avec les potentiels de tige, la conductance stomatique, le calcium et le delta C13. D'autres composés, d'autres appareils, façons de mesurer, pour voir si on a aussi une corrélation par rapport à ça. Donc là, ici, vous avez les potentiels de tige par rapport à l'infrarouge. Donc là, vous avez toujours les petits repères de couleur. En jaune, l'infrarouge lié à la thermométrie, le Trotec, et la caméra qui est en violet. Les petits points sont symbolisés par les potentiels de tige, la moyenne de nos potentiels de tige faite chaque journée. On s'aperçoit tout simplement, pour les potentiels de tige, il n'y a quasiment aucune différence entre la modalité traitée et le témoin. Donc on pourrait dire que le biostimulant n'a pas fonctionné. L'infrarouge portative exprime un peu la même chose, sauf au mois d'août, un petit peu corrélé au potentiel de tige, où les deux appareils de mesure, les deux façons de mesurer, rentrent en stress également dans cette période-là. On va aller un peu plus loin. Donc là, l'infrarouge portative, on s'est focalisé sur une seule journée, le 24 août, qui est la dernière donnée qui a été faite dans l'année, où on avait donc un témoin un peu plus stressé, puisqu'il était à 2,71, donc
plus proche de 3, et une modalité qui était à plus de degrés, donc un stress hydrique modéré, mais pas réellement très marqué. Donc je vous ai mis en dessous un petit graphique avec la conductance stomatique. Donc dans la littérature, dans les biblios que j'ai pu trouver, l'interprétation de la conductance stomatique et du stress hydrique, on s'aperçoit qu'entre 0 et 150, on est en stress hydrique fort, 150 à environ 270, on est plutôt modéré, et au-dessus, on est sur des stress hydriques plutôt faibles. La conductance stomatique sur le témoin et la modalité donne des résultats plutôt sur un stress hydrique plutôt modéré, comme le met en avant l'infrarouge portative. Ensuite, on a continué notre avancée, toujours avec cette journée du 24 degrés, toujours un stress plutôt modéré, et on a confronté ça avec le delta C13. Donc le delta C13, pour rappel, c'est une méthode qui permet de mettre une photo, une représentation du stress hydrique pendant la maturation. Donc là, on s'aperçoit qu'on a, on va dire, aucun stress sur le témoin comme la modalité, tout simplement parce qu'on a eu 45 mm entre le 15 août et le 5 septembre, donc des données qui ne sont pas forcément exploitables là-dessus. On continue notre petit bout de chemin, toujours la 24 août, pas de stress non plus, un stress hydrique plutôt modéré. Et là, on a essayé de se plonger sur le calcium. Donc le calcium, est-ce que ce calcium, c'est un élément qui peut être un élément marqueur du stress hydrique? On s'est posé la question parce qu'on est allé plutôt en aval de la réflexion, c'est-à-dire au niveau œnologique. Le calcium était très présent en 2019. 2019, c'était une année très comparative à 2022. Donc on s'est dit, est-ce qu'on a la même chose? Juste un petit rappel, c'est que le comportement du calcium dans les vins, ça provoque des cristaux calciques, ça réagit énormément avec les variations de pH, et donc si on arrive un peu plus loin sur les vins, c'est un problème sur les vins tranquilles, mais c'est aussi un gros problème sur les vins d'effervescents, puisque ça crée beaucoup de problèmes de gerbage et de remuage, surtout si on a des malots qui se créent en bouteille encore plus, avec des variations de pH qui vraiment amplifient le problème. Donc ça, c'était le petit focus sur le calcium, et on s'aperçoit que sur nos résultats, on a un témoin qui est... il y a une 30% de différence entre le témoin et la modalité. Donc c'est le seul critère où on a vraiment une différence marquante, et c'est un peu ce qu'on avait retrouvé également en 2019. Donc je vous ai marqué en dessous le risque d'instabilité calcique sur les vins blancs. J'ai marqué 70 et 80 mg. On est à 63, sachant que la vie du vin elle change, le pH peut aussi monter, et donc les risques calciques, par exemple sur le témoin, si on considérait ça dans la vie du vin, on peut être face à quelque chose d'assez compliqué. On arrive donc à la conclusion pour revenir à notre infrarouge, en comparant donc les SDD continus et portatifs. Pour le continu, on a quelque chose de très intéressant puisqu'on a toutes les des données qui sortent, donc une certaine fiabilité et quelque chose de très proche finalement des potentiels de tige. Par contre, c'est une mauvaise représentation d'un peu parcellaire puisqu'en fait, le capteur se situe qu'à un seul endroit, il est relié à une station météo. Bon, ça mérite d'être un peu affiné à ce niveau-là. Les capteurs fixes liés à la station météo et la plateforme sont un peu plus coûteux que les outils infrarouges portatifs. Et donc, si on se réfère un petit peu à tout ce qui est partie portative, donc là, les mesures ponctuelles offrent une variabilité de données assez importante. Et donc, du coup, il faut prendre énormément de recul sur les données qui sont évoquées. C'est là où je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire là-dessus. C'est bien moins cher. Et il y a des calibrages qui sont intéressants. Ce que je vais noter aussi, c'est qu'il est important d'avoir le même opérateur qui fasse les mêmes mesures. Sinon, on a vraiment un biais de résultats qui est conséquent. Et donc, la caméra infrarouge est très intéressante, mais aussi qui a tendance un petit peu à surchauffer à chacune de ses utilisations au bout d'un moment. Donc, pour conclure, donc les appareils portatifs sont assez corrélés, mais vraiment à affiner en termes de résultats. La partie fixe est assez intéressante sous certaines conditions, puisqu'on a vu que dans la modalité dans le rang d'en face, ça a posé un certain problème. Et puis donc après, pour finir, donc est-ce qu'on peut utiliser cette façon de thermométrie infrarouge sur des jeunes vignes? Comme ça, on n'est pas destructeur comme les potentiels de tige pour évaluer un stress. C'est très intéressant également sur les risques de gel, avec notamment sur les températures humides, en utilisant par exemple un papier buvard.
Et pourquoi pas également la tester sur le comportement photosynthétique, notamment face aux maladies, comme on a vu en 2021, où vraiment ça a imposé, c'était assez net comme écart. Voilà, je vous remercie.